the single only person in American history and the world who's ever indicted a president, the man you might recall who brought 2 criminal indictments against then-defendant Trump. I am talking about someone we almost never hear from before, during, and after those cases. Former DOJ Special Counsel Jack Smith, the only federal prosecutor to indict a president. He just doesn't speak much. You might recall that if you remember those busy periods during his 2 cases over the past years. But he has now, the news tonight, made this rare public appearance. And it's with Certaines décisions judiciaires ne répondent pas seulement à des cas spécifiques, mais modifient la manière dont le système traite les tentatives récurrentes de contournement institutionnel. Il arrive que la réaction du système juridique ne se limite pas à délimiter les contours d'une procédure spécifique, mais redéfinisse la manière dont ses opérateurs acceptent ou refusent des pratiques qui sont devenues fréquentes. C'est exactement ce qui s'est produit vers le 12 décembre. Lorsque la juge fédérale Tanya Chutkan, chargée de mener l'une des poursuites pénales contre le président Donald Trump dans le district de Columbia, a rendu une ordonnance qui rompait avec la tolérance progressive dont faisaient preuve jusqu'alors les manœuvres dilatoires de la défense. Le contenu de l'ordonnance ne laissait aucune place à l'ambiguïté. L'équipe juridique de Trump disposait de 5 jours pour présenter un inventaire complet et motivé de tous les documents qu'elle refusait de remettre au tribunal, en expliquant au cas par cas pourquoi ces documents bénéficiaient d'une protection juridique spécifique. Bien que techniquement fondée sur les paramètres classiques de la procédure pénale, cette décision a eu un effet immédiat à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience. Premièrement, parce qu'elle a consolidé l'idée que l'insistance à retarder la remise de documents, même lorsqu'il s'agissait d'allégations telles que le privilège exécutif ou le secret professionnel, serait désormais interprétée comme une tentative d'obstruction et non comme un exercice légitime de la défense. Ensuite, parce qu'elle a interrompu une procédure dans laquelle la défense de Trump avait jusqu'alors obtenu une certaine marge de manœuvre pour gérer les délais et limiter l'accès du ministère public à des informations stratégiques. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En exigeant un niveau de précision documentaire qui exclut les généralisations et les pressions rhétoriques, la juge Chutkan a déplacé l'axe du procès vers un domaine où le contenu, et non plus la forme, devient incontournable. L'enjeu porte sur les enregistrements des communications entre les proches alliés de Trump entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, période centrale pour les enquêtes, visant à déterminer s'il y a eu une intention délibérée de subvertir les mécanismes de transition démocratique après l'élection présidentielle. Bien que le contenu de ces documents ne soit pas encore connu, on sait que l'objet du litige concerne des mémos internes, des messages échangés avec des conseillers politiques et juridiques, des stratégies de communication sur les allégations de fraude électorale et des mouvements administratifs liés à la planification de la manifestation du 6 janvier. Le ministère public soutient que ces documents pourraient révéler non seulement ce que Trump savait de la fausseté des allégations qu'il diffusait, mais aussi dans quelle mesure ses conseillers ont participé à la construction d'un récit destiné à mobiliser ses partisans sur la base d'informations manifestement incohérentes. Dans ce contexte, la décision de la juge Chutkan a marqué un tournant. En n'acceptant plus les allégations génériques de privilèges et en exigeant que chaque document soit décrit en termes précis, avec le nom de l'auteur, la date, les destinataires et la base juridique de la rétention, le tribunal a éliminé la possibilité d'un report indéfini fondé sur des arguments généraux et subjectifs. Dans la pratique, l'ordonnance judiciaire a placé les avocats de Trump devant un dilemme. Soit ils remettent les documents au risque d'une exposition juridique et politique, soit ils maintiennent leur refus et s'exposent à des mesures sévères pour non-respect telles que des sanctions ou même la perte du droit de revendiquer la confidentialité des documents en question. Le malaise parmi les proches alliés de Trump ne tarda pas à se manifester, même si ce fut de manière indirecte.
Des rapports non officiels indiquent que des membres de l'équipe ont commencé à consulter des avocats indépendants pour comprendre leurs propres risques, suggérant un déplacement dans la cohésion interne qui soutenait la ligne de défense collective. La crainte ne se limite pas au contenu des documents, mais s'étend également aux implications que la violation de la confidentialité pourrait avoir sur les relations entre les conseillers et le noyau décisionnel. L'obligation de révéler des détails sur qui a écrit quoi, quand, dans quel but et à qui cela a été envoyé transforme les témoins potentiels en cibles possibles et modifie le sentiment de sécurité qui protégeait jusqu'alors les interactions internes du groupe. Ce nouveau scénario renforce également la position selon laquelle le procès en cours ne se limite pas au jugement d'un individu, mais sert de terrain d'essai pour la résilience des institutions face à des stratégies qui exploitent leurs propres faiblesses. En subordonnant la validité des allégations de privilèges à la présentation de justifications techniques détaillées, la décision de la Cour accroît le niveau de responsabilité qui incombe aux défenseurs du président, sans supprimer le droit à une défense complète, mais en délimitant le terrain sur lequel il peut être exercé. L'importance de ce moment ne réside pas dans le ton avec lequel il a été mené, mais dans le contenu juridique qu'il établit. Il n'y a eu ni menaces, ni gestes théâtraux. Seulement l'explicitation que le temps procédural ne sera plus géré de manière asymétrique et que les règles du jeu, si elles ne sont pas respectées, auront des conséquences. Il en résulte un environnement dans lequel la marge d'improvisation est réduite et où les choix faits par chaque avocat ou conseiller politique ne sont plus seulement tactiques, mais structurent désormais le déroulement de la procédure. Pour ceux qui suivent de près les développements institutionnels de cette affaire et cherchent à comprendre comment les décisions judiciaires modifient, dans la pratique, le fonctionnement des stratégies défensives basées sur l'obstruction, il vaut la peine de continuer à suivre de près ce canal. Notre proposition est de maintenir une analyse continue en lien avec ce qui se passe réellement dans les instances décisionnaires. C'est dans ce contexte qu'il est possible d'observer comment différentes couches du système juridique et institutionnel ont commencé à s'aligner face à la même structure de résistance présentée par Donald Trump au cours de multiples procès. La décision de la juge Chutkan, bien qu'elle ait été remarquée pour sa clarté et sa fermeté, n'est pas isolée. Elle représente l'intensification d'un modèle de réponse qui s'articule sur plusieurs fronts judiciaires, axé sur l'intégrité de la procédure pénale face à des pratiques qui mettent à rude épreuve ses limites formelles. La stratégie de résistance fondée sur l'invocation extensive de privilèges, qu'ils soient exécutifs, juridiques ou stratégiques, a fait l'objet d'une évaluation critique de la part de plusieurs tribunaux fédéraux, en particulier dans les instances où sont discutées des questions sensibles pour la démocratie constitutionnelle, telles que la transition du pouvoir, l'intégrité électorale et la responsabilité institutionnelle des agents publics. Dans le cas spécifique examiné par Chutkan, l'insistance de la défense à ne pas présenter les documents demandés s'est heurtée à des preuves indiquant qu'une partie de ces documents circulait déjà en dehors du cadre protégé par le secret professionnel, ce qui a permis au ministère public de remettre en question, sur la base de précédents, l'authenticité des allégations de confidentialité. À partir de là, le procès cesse d'être un litige ponctuel sur les délais et se transforme en un test de cohérence des instruments de contrôle eux-mêmes. Lorsque la défense d'un président invoque les prérogatives prévues par le système juridique, mais refuse de démontrer concrètement l'applicabilité de chacune d'entre elles, la fonction institutionnelle du pouvoir judiciaire est appelée à jouer un nouveau type de rôle, celui de distinguer entre l'utilisation légitime de la norme et son détournement stratégique. La réaction de Chutkan, qui exige que chaque document retenu soit justifié en termes techniques et vérifiables, n'est pas seulement une réponse à un cas particulier, mais un geste institutionnel qui affirme les limites opérationnelles de la protection juridique lorsqu'elle est invoquée sans fondement. Cette convergence aide à comprendre pourquoi d'autres décisions récentes ont adopté des positions similaires. Dans des affaires parallèles menées à New York concernant les registres financiers de la Trump Organization, les juges étatiques et fédéraux ont également commencé à exiger des preuves spécifiques pour étayer les allégations de privilèges.
refusant d'accepter automatiquement les déclarations génériques sur la confidentialité. Dans le cas des enquêtes sur la conservation de documents confidentiels à Mar-a-Lago, l'insistance de la défense à traiter tous les documents comme présumés protégés a été remise en cause par des décisions exigeant la catégorisation et la séparation des contenus, ainsi que des preuves objectives de leur origine et de leur utilisation. Ce changement d'approche procédurale ne se limite pas au pouvoir judiciaire. Les organes de contrôle législatif et les commissions parlementaires qui ont enquêté sur le comportement de Trump et de ses alliés dans les mois qui ont suivi l'élection de 2020, ont commencé à produire des rapports techniques dans lesquels on observe le même effort de reconstruction minutieuse des contextes, cherchant à démontrer à l'aide de calendriers, de procès-verbaux et de transcriptions comment certaines décisions politiques ont été précédées d'alertes techniques ou de communications internes qui contredisent la version présentée au public. D'un point de vue institutionnel, cela est important car l'accumulation de couches documentaires renforce la perception qu'il existe en fait une tentative coordonnée de contrôle du flux d'informations dans les espaces formels du pouvoir. Parmi les professionnels du droit qui suivent ces processus, il y a une perception croissante que la frontière entre arguments juridiques et manœuvres dilatoires doit être rétablie comme paramètre d'analyse. Au cours des dernières années, de multiples fronts de défense liés à Trump ont adopté comme norme la contestation successive des procédures, la production en série de recours et la remise en question de la légitimité des tribunaux, des pratiques qui, bien que prévues par la loi, finissent par produire une usure systémique lorsqu'elles deviennent permanentes. Les réponses institutionnelles, comme celle de Chutkan, semblent indiquer que le pouvoir judiciaire non seulement reconnaît cette pratique, mais a également commencé à développer des outils de contention basés sur des précédents récents. Ce mouvement a également des répercussions parmi les avocats, les procureurs et les analystes qui suivent d'autres procédures très complexes. On observe que, à mesure que différentes instances du système sont confrontées à des pratiques similaires d'obstruction, une sorte de jurisprudence informelle guide les décisions futures. Ainsi, le geste d'une juge fédérale refusant une allégation générique de privilège peut, dans la pratique, influencer la conduite d'autres magistrats qui bénéficient désormais d'un soutien institutionnel pour adopter des mesures similaires. En ce sens, le pouvoir judiciaire ne se contente pas de juger des affaires, mais contribue à la configuration dynamique de ses propres normes d'action. Si des décisions telles que celle de la juge Chutkan sont maintenues, et si d'autres tribunaux adoptent des critères similaires dans des affaires connexes, on peut s'attendre à un scénario dans lequel la marge d'improvisation défensive sera considérablement réduite. La pression que cela génère sur les équipes juridiques habituées à opérer avec une flexibilité stratégique pourrait, à moyen terme, reconfigurer les structures de coordination entre le barreau, la communication publique et l'action politique. Et, ce faisant, modifier le modèle de relation entre les acteurs politiques faisant l'objet d'une enquête et les systèmes de responsabilisation. Dans un environnement où le temps est à la fois une ressource de défense et une menace d'exposition, l'exigence de rigueur technique devient un point d'inflexion. Le délai de 5 jours pour la remise des journaux requis n'est pas seulement une date limite, c'est une ligne de démarcation entre ce qui sera préservé sous le secret légitime et ce qui sera intégré dans le champ de la preuve. Et ce type de définition a des effets qui dépassent le processus lui-même, touchant à l'architecture des stratégies qui, jusqu'à présent, visaient à retarder indéfiniment l'accès à des informations substantielles. Pour ceux qui suivent de près la manière dont le système juridique réagit aux pressions politiques et cherchent à comprendre les mécanismes par lesquels le pouvoir judiciaire se repositionne face à des pratiques d'obstruction répétitives, il vaut la peine de continuer à suivre cette couverture. Les implications de ces mouvements sont encore en cours et seront analysées en profondeur à mesure que de nouveaux éléments seront intégrés au processus. Sur la base des informations actuellement disponibles, aucun consensus ne s'est encore dégagé parmi les juristes, les acteurs du système judiciaire et les analystes institutionnels quant à l'impact concret de la décision rendue par la juge Tanya Chutkan.
Certains experts estiment que l'exigence d'un registre détaillé des documents retenus au titre du secret professionnel correspond à une application stricte des règles de la procédure pénale fédérale. D'autres, cependant, interprètent cette mesure comme un jalon interprétatif, susceptible de redéfinir les limites de la tolérance institutionnelle face aux stratégies procédurales fondées sur l'obstruction répétée. La discussion transcende l'aspect technique et touche directement la manière dont le système judiciaire réagit à la responsabilité formelle dans un contexte de forte exposition politique. Certaines interprétations voient dans cette décision une rupture contrôlée avec les normes antérieures de permissivité. Pour ces analystes, cet épisode symbolise le passage d'un moment d'hésitation institutionnelle à un autre où le système judiciaire prend des risques interprétatifs plus élevés dans le but de préserver le fonctionnement régulier de ces mécanismes. En imposant des délais stricts et en exigeant des justifications individualisées, la Cour assume la fonction de rétablir la proportionnalité procédurale, même si cela implique de faire pression sur une personnalité publique très en vue sur le plan politique. D'autre part, les experts recommandent la prudence quant à la généralisation des effets de la décision. Selon cette perspective, l'affaire présente des particularités, telles que l'historique de manquements répétés de la défense et l'existence d'éléments déjà disponibles par d'autres voies, qui justifieraient une action judiciaire plus incisive sans constituer une nouvelle norme. Pour ces analystes, le risque de surinterprétation est important, d'autant plus que la mesure peut encore être contestée devant des instances supérieures, ce qui tend à limiter son efficacité à court terme. Entre ces positions, il existe des interprétations intermédiaires qui voient dans cette décision un signal institutionnel, une démonstration que le système juridique a la capacité de réagir de manière assertive face à des pratiques défensives qui exploitent de manière abusive les prérogatives légales. Pour ce groupe, l'action de la juge ne rompt pas avec la procédure régulière, mais la renforce en exigeant que les garanties légales soient exercées de manière proportionnée, transparente et traçable. Le débat se concentre sur la frontière entre l'utilisation légitime des prérogatives légales et l'instrumentalisation de ces prérogatives comme obstacle à la production de preuves. Bien que prévue dans la doctrine et la législation, cette ligne est rarement délimitée clairement dans la pratique, et c'est précisément ce contour que la décision de la juge Chutkan cherche à établir. L'objectif n'est pas de remettre en cause le droit à la confidentialité juridique ou au privilège exécutif, mais de subordonner ces droits à des critères vérifiables et susceptibles d'un contrôle externe. Un autre facteur qui ajoute à la complexité du scénario est la proximité du calendrier électoral, associé aux risques juridiques encourus par les alliés de Donald Trump. Certains analystes affirment qu'en réduisant considérablement la possibilité de report, la décision interfère indirectement dans la stratégie politique du président, qui comptait sur le report des délais pour retarder la divulgation des documents pendant la période préélectorale. La divulgation éventuelle de contenus indiquant une connaissance préalable du caractère fallacieux des allégations de fraude ou d'une coordination avec des agents externes dans des actes potentiellement illégaux, aurait, selon cette interprétation, des effets juridiques et politiques influençant la perception publique du comportement présidentiel. Cependant, certains experts estiment qu'il est prématuré d'évaluer l'impact réel des documents. La logique du privilège juridique suppose que tous les documents retenus ne contiennent pas nécessairement des informations compromettantes. Les attentes concernant leur contenu peuvent dépasser leur valeur probatoire effective. Pour ce groupe, l'essentiel réside dans le précédent créé en rendant obligatoire la transparence sur l'existence et la classification des archives. Ainsi, le débat se déplace du contenu vers la méthode adoptée. L'essentiel n'est pas seulement ce qui se trouve dans les documents, mais qui a la légitimité de décider de leur dissimulation. L'exigence de journaux structurés modifie l'axe de l'argumentation juridique. Il ne suffit pas de déclarer qu'un certain matériel est protégé, il faut démontrer que la protection s'applique sur la base de critères vérifiables. Cela représente un changement significatif dans la manière dont les futures stratégies de défense seront élaborées.
Cette fragmentation potentielle a été soulignée comme l'un des points les plus délicats du processus. Lorsque les conseillers juridiques agissent de manière indépendante, l'unité stratégique s'affaiblit et le contrôle narratif est perdu. Les répercussions peuvent dépasser le cadre du dossier et atteindre la sphère publique, générant une instabilité dans la conduite politique et juridique de l'affaire. À ce jour, rien n'indique 6 weeks clairement ago, comment l'équipe de défense I stood entend réagir à l'ordonnance judiciaire. Le délai de 5 jours impose un calendrier serré et toute contestation devant les instances supérieures exigerait des arguments solides et une procédure rapide. Le non-respect de l'ordonnance comporte des risques importants, notamment des sanctions et la perte définitive du droit de revendiquer le privilège sur les documents. Dans un contexte de forte exposition publique, les décisions de cette nature ont une force interprétative qui dépasse leurs effets immédiats. Elles communiquent le type de système que l'on cherche à réaffirmer et les limites que les institutions sont prêtes à établir pour préserver leur fonctionnalité face à des pressions exceptionnelles. Les prochains mouvements de la défense, du ministère public et de la Cour elle-même révéleront dans quelle mesure cette ligne sera maintenue ou révisée. Pour ceux qui suivent de près les développements institutionnels et la manière dont les normes, les précédents et les décisions façonnent le fonctionnement réel de la justice, c'est un moment qui exige un suivi constant. Nous continuerons à surveiller les effets de la décision et ses répercussions sur les autres sphères du système.